À partir de ce 21 juillet jusqu'au 28, Dragon Ball Daima devrait relancer sa promotion via les événements Jump Victory Carnival au Japon et San Diego Comic Con. Nombreux y pressentent un trailer ou de grosses révélations, c'est possible, mais je tiens à nuancer vis-à-vis du fait que rien de tout cela n'a été annoncé, si ce n'est une présence relativement appuyée de Dragon Ball Daima lors de ces événements bien précis. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs la San Diego Comic Con qui nous en révèle un tout petit peu plus, avec des produits dérivés, divers goodies, qui seront révélés et disponibles en lieu et place, et l'on peut apercevoir entre guillemets un nouveau Son Goku. C'est évidemment le Goku enfant de Dragon Ball Daima, mais avec une nouvelle posture en pleine attaque avec le bâton magique Nioibo. Potentiellement plus intéressant, la promesse de la révélation de 5 visuels à l'effigie de 5 personnages respectifs concernant Dragon Ball Daima. Alors au vu du code couleur, on peut présumer qu'il s'agira de personnages connus de l'œuvre, mais bon, on sait jamais, on peut espérer une bonne surprise, pourquoi pas du côté des antagonistes ou de personnages qui pourraient graviter autour de la Z-Team. Rappelons également en ce début de vidéo que lors de la San Diego Comic Con, il n'y a pas de panel annoncé pour Dragon Ball ni pour Dragon Ball Daima, qu'il reste cependant un panel mystérieux non révélé, ce sera peut-être Dragon Ball, mais il y a tellement de licences en San Diego Comic Con que les espoirs restent minces et qu'il y a bel et bien un panel dédié en Jump Victory Carnival, mais il n'a de dédié que le nom, car au final il sera partagé entre Daima, Sparking Zero et le jeu de cartes Fusion World. Akio-Yoku ne sera visiblement pas présent en Jump Victory Carnival, il ne s'est pas annoncé en San Diego Comic Con, donc s'il y a un trailer ou quelque chose de gros de révéler à ces événements-là, ils le sortiront vraiment du chapeau, on sera tous très heureux de l'avoir, mais restons sur nos gardes quant à ces sujets. Salut les devins, c'est Saikyo. Après cette introduction qui n'a que trop duré, rentrons dans l'analyse du tout premier trailer de Dragon Ball Daima. Elle sera par définition suivie d'une vidéo concernant le second trailer. Bien que les deux trailers soient liés, j'ai préféré séparer les deux contenus. Une double analyse comme ça peut porter la durée de la vidéo un peu trop loin. Pour que tout cela reste digeste, analysons ce tout premier trailer de Dragon Ball Daima. Il s'ouvre avec une sorte de reflet de ce qui apparaît comme étant un palais, un repère, avec une palette de couleurs oscillant parmi les tonalités de rose et de violet surtout. Le rouge y est aussi quelque peu présent et on flirte donc avec le code couleur associé au mal. Dans Dragon Ball, on a tous constaté par exemple de l'évolution de la couleur apportée aux vagues de ki ou même aux émanations de ki de Vegeta. Lorsqu'il est arrivé sur Terre, c'était violet et au fil du temps, c'est devenu blanchâtre bleuté, attestant du fait qu'il avait évolué vers le bien. On est clairement dans un des repères ennemis, si ce n'est le repère par excellence, au cœur d'un royaume ressemblant à celui des démons. Cette introduction m'a d'ailleurs immédiatement fait penser à Majin Ozoto, que ce soit en termes de forme, de code couleur. Ozoto qui est le premier Majin révélé officiellement à l'époque, et on ne peut qu'admettre le fait qu'il est plus qu'à l'honneur dans Dragon Ball Heroes, Super Dragon Ball Heroes, qui s'apprête par ailleurs à transiter vers la nouvelle série Dragon Ball Super Divers, pour le moment en jeu vidéo. On peut l'espérer en manga et en animé plus tard. On sait, on a vu et on a constaté à quel point Heroes pouvait être lié aux actualités, aux futures actualités si je peux le dire ainsi, de Dragon Ball Super. On ne devrait pas déroger à la règle pour Dragon Ball Daima, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément Ozoto en personne à l'intérieur de Daima, mais la thématique démoniaque est clairement posée et reprise par d'autres éléments Dragon Ballesques actuels. Ce palais se dévoile ensuite, avec une sorte de travelling vertical, et l'on peut y constater que ce palais déverse certains fluides, que cela soit de l'eau, que cela soit de la lave, que cela soit X ou Y, liquide démoniaque qui purge ce royaume, surélevé dans les airs comme maintenu par une puissance magique, ne pouvant que rappeler ce qu'il s'est produit dans le dernier jeu Zelda sur Switch TOTK avec le château d'Hyrule dès l'introduction du jeu en pleine lévitation dans les cieux. Dès le départ nous est montré ce qui semble être l'intérieur de ce palais, l'une de ses pièces. On y retrouve très souvent les mêmes symboles en forme triangulaire qui devraient symboliser ici la frange principale des démons à mon sens. Car ces symboles-là, on les a déjà retrouvés dans d'autres œuvres sur lesquelles Akira Toriyama a pu collaborer, et elles étaient à chaque fois affublées à des êtres de type démon. On remarque que le petit personnage accompagné de celui ou celle qui ressemble à un Kaioshin ou Makaioshin sont en lévitation. Ils sont peu perceptibles mais visibles, au-dessus d'un siège faisant office de trône. En plus d'une ambiance démoniaque, un aspect royal est accordé à ces lieux. On est donc dans une branche s'apparentant à celle de Dabura, Dabra, Dabla, la prononciation qui vous convient le mieux
vous appartient, car oui, des démons multiples, divers et variés dans Dragon Ball, on en a déjà vu, de par le canon. Et le nom de cette série Daima devrait nous rappeler Piccolo Daimao. Lui, les créatures qu'il pouvait recracher telles que Tambourine ou Cymbale étaient considérées comme des démons. La règle d'ailleurs s'appliquait lorsqu'un être était tué tel Krillin, son âme finissait par errer et n'atteignait pas le monde des morts. Point d'ailleurs qui m'avait permis à l'époque de réaliser un lien avec Yamoshi. Des propos d'Akira Toriyama, son âme avait erré après sa mort, il me semblait alors qu'il avait été tué par un être démoniaque. Nous avons eu des démons pur et dur, à la Dabra, le démon de type Mamono a été évoqué par Margarita et Vermouth lors du tournoi du pouvoir. Les Makaioshin ont été distingués des Kaioshin par Akira Toriyama lors d'une interview avec visuel à l'appui concernant leur création avec les fameux fruits de l'arbre Kaiju. Les Kaioshin et Makaioshin étant des Shinjin de base, et il va y avoir des distinctions ensuite entre Kaio, Kaioshin, Makaioshin. Y a-t-il des Makaio? On verra bien. À ne pas confondre avec les personnages aperçus dans Dragon Ball Heroes, Xenoverse et tout ce qui va bien avec. Vous savez, les Mira, Towa, etc. Ils ont des designs qui s'apparentent clairement à des Makaioshin. Des Migra, on ne peut que les associer à ça, mais dans les faits, dans le texte, dans les jeux, dans tout ce qui est officiel les entourant, ils sont dénommés comme étant des démons. Il ne fait nul doute que si un jour des Makaioshin venaient apparaître dans Dragon Ball et Daima, il faudrait s'attendre à y voir des designs plus que ressemblants. Mais la distinction reste à faire et nous permet donc de voir fourmiller toutes sortes de démons. Ambiance qui devrait être reprise via Dragon Ball Daima. Et lors de ce visuel-là, avec les deux personnages apparentés démons flottant dans les airs, avec toutes ces inscriptions écrites en diagonale, avec tous ces motifs qui se superposent, fluorescents, j'y vois là le cadre posé d'un sortilège en train d'être lancé. Il me semble important de rappeler que Dragon Ball Daima en première instance, ou presque, devait s'appeler Dragon Ball Magic. Si ce nom a été pendant très longtemps envisagé, c'est qu'il fait à peu près aussi bien l'affaire que Daima. Daima n'a pas vraiment de traduction, mais si vraiment on devait s'y atteler, cela donnerait Grand Démon. Il faut donc mixer les deux pour connaître quelle sera l'ampleur des thématiques abordées par Dragon Ball Daima. On flirtera énormément avec la magie et également avec le terrain démoniaque. Des œuvres récentes telles que Demon Slayer ou encore Jujutsu Kaisen n'y étant vraiment pas pour rien. Pourquoi pas au final le lore de Dragon Ball ayant déjà au préalable, il y a de cela des décennies, apporté la thématique des démons. Ce sortilège est en train d'être lancé, il pourrait d'ailleurs y en avoir plusieurs, comme une sorte de dôme ou de cercle permettant à ceux à l'intérieur d'y faire fonctionner leur magie. Et dans ce cadre-là, d'après le montage du trailer, il semblerait que cette magie permette de devenir un observateur temporel. Ici, ce qui intéresse en tout premier lieu ces êtres, ce sont premièrement la planète Terre, c'est la première à apparaître. Son Goku et Vegeta apparaissent directement à la suite. Période Arc-Buu, combat Goku Majin Vegeta, la captation de Ki pour nourrir Majin Buu, mais également leur combat face à Babidi, face à Buu, face à Dabura, la manière dont Buu a été vaincu, on voit Goku levant le pouce, le Genki-Dama apparaît, le vaisseau de Babidi également, les absorptions de Majin Buu, on voit Buu Gotenks absorbé, Gohan Ultimate, l'intervention de Kaio, les liens familiaux qu'opère Goku avec sa famille, on le voit prendre Goten dans ses bras, les retrouvailles lorsqu'il est redescendu du monde des morts, et toutes ces données sont en train d'être emmagasinées, répertoriées et traitées par ces êtres démoniaques. Tout cela n'est évidemment pas anodin et chacun de ces éléments va être pris en compte. Première cible, la Terre. Ceux qui ont fait du mal à leurs prédécesseurs, Babidi et Dabura, sont les personnages affiliés à la Z-Team. Quels ont été les points forts de Babidi, Dabura et Majin Buu? Évidemment l'utilisation du sceau Majin, évidemment la magie, évidemment la sortie de Majin Buu de son cocon, mais aussi et surtout ses absorptions. Quels points faibles peuvent être exploités? Eh bien la famille par exemple de Son Goku. Quels ont été les points forts du camp adverse, celui de Son Goku? Sans conteste, leur expérience, leur force brute, leur technique, leur stratégie au combat, leur capacité à évoluer, et ce littéralement par magie comme Gohan Ultimate, ici avec l'aide du doyen des Kaioshin. La Terre et le reste de l'univers ont été une aide formidable lors de la création du Genki-Dama. Le combat Goku face à Majin Vegeta a permis d'emmagasiner de l'énergie pour libérer Majin Buu de son cocon. La Z-Team en elle-même est faite de ressources et a également ses failles. Il y a donc certains pas dans lesquels Dabura et Babidi ont déjà marché, dans lesquels il faudra les suivre si l'on se tient dans le camp des ennemis, mais en même temps des erreurs à ne pas répéter, ne pas se faire trahir par une créature à laquelle on pourrait donner naissance,
tel que Babidi laissé sur le carreau par Majin Buu, ne plus se laisser manipuler par un magicien et plutôt être le démon en charge des affaires, avoir pourquoi pas un Kaioshin ou Makaioshin à sa botte, c'est probablement ce que l'on voit ici, la Z-Team avait un Kaioshin. Si cette fois-ci c'est un nouveau démon qui est en charge des affaires, le nouveau roi, et qu'il dispose d'un équivalent Kaioshin associé Kaioshin à sa botte, il rééquilibre grandement le jeu. Viendra ensuite le moment d'exploiter les failles de la Z-Team lors de la constitution d'un certain plan. Il sera forcément demandé à la Z-Team de le déjouer. On voit un vaisseau qui parvient jusqu'à ce palais. Il peut être celui de la Z-Team, il ne ressemble pas aux créations habituelles de Bulma, mais en même temps, pour se rendre au royaume des démons, il ne faudra pas prendre un chemin habituel. On ne va pas voyager dans l'espace, on va voyager au travers de divers royaumes, de divers quasiment dimensions. L'univers dans Dragon Ball se présente d'une manière bien particulière. À son extrémité supérieure, on y trouve la planète du Grand Kaio, notamment pour se fier à l'animé, total opposé en dessous de tout. En dessous de la Terre, en dessous des planètes respectives des Kaio, en dessous du paradis, en dessous de l'enfer, en dessous de l'univers mortel, en dessous même de la planète des Kaioshin s'y trouve le Makai. On est vraiment dans les bas-fonds de l'univers et dans une zone qui se veut séparée, qui se veut cloisonnée et totalement imperméable. Le but étant de ne pas laisser passer à foison tous ces démons. On a vu ce que ça a pu donner avec Dabura en son époque. On peut être tenté de se dire que le lien va être fragilisé depuis la perte de divers démons, depuis que les équilibres magiques ont été bouleversés, et donc une forme de passage pourrait être permise notamment via la technologie et les capacités en termes de savoir de Bulma. Avant d'arriver au Makai, ce vaisseau pourra être confronté à diverses créatures, dont l'une qui s'apparente à une forme de poisson. Dans l'univers démoniaque, ce sont des êtres aquatiques souvent repris, à vrai dire à diverses sauces, l'animé Demon Slayer l'a prouvé. En mythologie, ça peut faire penser à Onamazu ou Namazu. Il a été considéré au Japon par certains comme l'entité qui crée les séismes dans le pays. Ce Onamazu avait déjà d'ailleurs inspiré Tsunama dans Dragon Ball GT. Celui-ci a l'air très intrigué de faire la rencontre de ce vaisseau, ça n'a pas l'air habituel. On peut se rendre compte au fond, en marge supérieure, qu'il est rouge. On est donc d'ores et déjà dans le royaume des démons. Et à vrai dire, tous ces décors rougeâtres, violacés, maléfiques, malsains, on les a déjà vus d'une manière ou d'une autre dans Dragon Ball. Si l'on reprend le combat du fameux Dabura, le roi des démons de l'époque, face à Son Gohan, époque arc Majin Buu, dans le vaisseau de Babidi, ce magicien avait la capacité de transformer la zone de combat en le lieu d'origine de son poulain. Il avait fait pareil avec Pupui ou encore avec Yakon. Dabura ne dérogea pas à la règle et les guerriers furent projetés dans un simili royaume des démons. C'est alors que le même code couleur, plus ou moins façon années 90, fut amené à l'écran, lieu dans lequel le roi des démons pouvait s'épanouir. Il sera d'ailleurs intéressant de voir si certains démons du Makai vont être transportés dans le monde de Son Goku et consorts, car en théorie, du moins pour ceux issus de la branche de Dabura, ils devraient y être affaiblis, si aucune magie n'est appliquée pour changer le monde, sous-entendant également un enjeu d'extension du royaume des démons jusqu'à la Terre, pourquoi pas. Difficile d'être certain de cela, mais ça serait intéressant que des ennemis soient eux-mêmes menacés, par exemple leur monde d'extinction, et qu'ils cherchent alors à se rabattre sur la Terre. Bon, généralement les méchants dans ce type d'œuvre sont plutôt méchants parce que c'est dans leur nature et ça leur fait bien plaisir de l'être. Mais des ennemis qui, en plus de se foutre sur la gueule entre eux, on va en discuter plus tard, et qui seraient eux-mêmes menacés d'extinction, ce serait intéressant comme récit. C'est nuageux de la même sorte et on va voir qu'il y a un lien à faire probable avec la suite des événements du trailer. Mais en attendant cela, celui-ci nous révèle une utilisation des Dragon Ball. Sauf que la mise en scène me paraît assez étrange. Il y a tout d'abord ce flash lumineux. Alors déjà la forme me rappelle un petit peu Alien, me rappelle un petit peu la crête de Super Buu par exemple, peut rappeler également la forme d'un dragon, pourquoi pas, ce qui serait bien logique vis-à-vis de Shenron, mais surtout après ce flash lumineux, au lieu d'avoir le dragon qui jaillit, on a une nouvelle source lumineuse bleutée qui apparaît et les Dragon Ball se séparent à l'intérieur de celle-ci, sans monter plus haut dans le ciel. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas habituel en tout cas. Quelque chose d'autre semble s'être produit ici. Les Dragon Ball ont-elles été affectés par une forme de magie? Ont-elles été altérées? Un quelconque sortilège a-t-il été jeté sur Terre à cet instant? Les Dragon Ball ont-elles été sabotées pour que lors de l'exécution d'un certain vœu, un contre-coup se produise? Sachant qu'en plus, lorsque ces Dragon Ball se séparent, normalement la lueur est tout à fait jaunâtre, similaire au Super Saiyan. Et d'ailleurs, lorsqu'elles seront rassemblées dans ce trailer, cette aura apparaîtra. Mais par contre, lorsqu'elles vont se séparer dans le ciel, elles ne vont pas se surélever et pas se disperser de la même manière. C'est alors qu'ensuite dans le trailer, on a une autre scène dans laquelle les DB sont rassemblés, une aura jaune s'en dégage. Là, c'est du classique.
Là, Shenron apparaît, il s'étend dans toute sa splendeur et demande à ce qu'un vœu soit réalisé. Il y a quelque chose dans la chronologie du trailer qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, ainsi que le déroulement concret des événements qui ne correspond pas à une utilisation classique des Dragon Ball. Je ferai remarquer par ailleurs que lorsque ceci se produit, la nuit ne semble pas être totale. On peut y distinguer le ciel, les nuages, une forme de coloration bleutée relativement claire. Il y a vraiment quelque chose qui cloche. Là où le montage a tenté de berner tout le monde, c'est lorsque Shenron demande à celui qui l'a invoqué d'établir son vœu. Directement après, Goku et Vegeta se voient être rétrécis, rajeunis. Permettez-moi de douter du fait que ces deux personnages rajeunissent suite au vœu. J'ai plutôt l'impression que le vœu est là pour tenter de récupérer la situation, mais qu'une forme d'impossibilité va s'en dégager, Shenron pour aider via un vœu alternatif, et la Z-Team être envoyée ensuite dans le Makai. Et que le rajeunissement de la Z-Team provienne directement d'un sortilège par exemple établi par les démons me paraîtrait beaucoup plus logique. Ils ont vu les points forts et points faibles de la Z-Team et le trailer ne nous montre que cela. Imaginez qu'ensuite leur exploration temporelle aille jusqu'au moment récent de Dragon Ball, tournoi du pouvoir et autres, que ce démon fasse le constat pur et simple qu'il n'est pas au niveau pour un Goku Ultra Instinct, pour un Vegeta Blue Evolution, pour un Gogeta, pour un Broly, qu'il y trouve alors comme faille de ramener tous ces personnages à l'origine de leur pouvoir. À ces âges-là, il n'y a plus de contrôle, que ce soit sur les Super Saiyan, God, Blue, Evolution, Ultra Instinct et tout ce que l'on veut bien. Il y a potentiellement plus de Super Saiyan, ou en tout cas difficilement. Des techniques toutes simples vont être amoindries, voire même perdues. On en reviendra sur du combat un peu plus classique. Beaucoup de corps à corps, beaucoup de chorégraphie, moins de transformation, plus de pouvoirs fantastiques permis du côté des démons et beaucoup moins du côté de la Z-Team. Un Genki-Dama ne pourrait probablement pas être supporté à ce stade-là, ou en tout cas pas de la même ampleur. Reste également à voir dans quelle mesure les personnages sont affectés. Rétrécis, rajeunis, ce n'est pas exactement la même chose. Vont-ils conserver mentalement leur expérience mais leur corps ne suivra pas? Il y aurait donc comme des phases de décompensation pour leur corps. On peut le voir vis-à-vis de ce Goku qui, a priori, tente de s'envoler et virevolte dans tous les sens. Il n'a aucune maîtrise à ce stade-là. Il va falloir s'entraîner à nouveau, revenir au basique, notamment le fameux bâton Nyoibo qui est plus là pour le style et célébrer les 40 ans de Dragon Ball mais qui est du plus bel effet. Certains espèrent y voir le nuage magique. Alors j'en demanderai pas tant, on voit très rapidement que Goku va se mettre à voler d'ailleurs, n'est pas parce qu'ils sont amoindris suite à ce sortilège ou ce vœu que les personnages ont perdu la main sur absolument tout. Au contraire, ils vont se réhabituer, ils vont récupérer de manière relativement suffisante pour mener à bien leurs objectifs et retourner dans leurs états antérieurs originels. Je me questionne sur le lieu dans lequel Goku se trouve avant d'être affecté par cet effet de rajeunissement. On y voit un fond bleu avec une petite part rougeâtre, probablement en train d'affronter Vegeta. Le sort prend effet et on se rend compte que ce n'est pas forcément une action de Shenron. Une fois de plus, ça ressemble beaucoup plus à un sortilège qui les affecte, qui les remanie dans leurs êtres plutôt qu'à Shenron. D'ailleurs, Shenron a-t-il la puissance pour affecter de tels personnages alors qu'à l'époque de l'arc Cyborg, il était déjà limité par rapport à C17 et C18. La puissance de Vegeta et de Goku devrait outrepasser Shenron à ces stades-là, mettant encore plus la puce à l'oreille concernant le fait qu'il faudrait une autre entité avec d'autres pouvoirs, notamment démoniaque pour y parvenir, et que Shenron, une fois invoqué, ne pourra pas défaire cela. C'est alors que dans le trailer, on semble apercevoir les Dragon Ball se séparer pour de bon, et là, cette fois-ci, la lueur est jaune, le ciel est bel et bien noir, Goku et Vegeta sont tout petits, ils semblent assister à une sorte de fête, dans laquelle Bulma, Chichi, beaucoup d'autres personnages sont visibles, et on se rend compte que conformément à l'observation temporelle réalisée par l'être démoniaque, ce sont les personnages de la Z-Team qui sont affectés. Une Bulma rajeunie a-t-elle toujours autant de capacités intellectuelles? J'ose espérer que oui, mais ça serait intelligent de la part du démon de l'avoir réduite également, d'avoir affecté chacun des personnages dans ceux qui pouvaient constituer leur point fort. On se rend compte que les serveurs derrière à cette fête n'ont pas été touchés. Ils ne sont pas la cible de ces êtres. On y voit Mister Satan, Krillin, C18, également accompagné de Marron. Ce rajeunissement est clairement à géométrie variable. Il peut toucher des Kaioshin, il peut toucher Piccolo, il peut toucher le père de Chichi, il peut toucher Kame Sennin, mais également Goten et Trunks, et les renvoyer à l'âge de nourrisson. Dans leur cas très précis, ils apparaissent comme ayant récupéré également l'état d'esprit attenant à cet âge-là, semant vraiment le trouble, tandis que Kame Sennin, lui, frappe du bâton comme s'il allait s'adresser à la Z-Team pour les remettre sur pied psychologiquement et établir un plan d'action. Certains personnages gardent donc une forme de maturité d'esprit, tandis que d'autres non, et l'ampleur du rajeunissement ne semble pas être uniforme. Et qu'adviendra-t-il de personnages
Déjà on pouvait se questionner par rapport à Maron, je me demande si elle n'a pas été ramenée au même point que Goten et Trunks, mais qu'adviendrait-il de panne ou encore de bras? J'ose me dire qu'à un certain stade, il y a une limite, c'est-à-dire que ce sort ne peut pas tuer. Il ne peut pas non plus renvoyer les enfants dans les matrices respectives maternelles, et donc sur des personnages juvéniles, cela les ramènerait au palier du bébé, ce qui entre nous est déjà beaucoup. On voit qu'après avoir été atteint par cela, une sorte de réunion a lieu entre têtes pensantes par ailleurs, notamment Kibito, Shin, Piccolo, le trailer étant entrecoupé de pas mal de scènes, dont celle de Goku a priori tentant de voler, le vaisseau s'immisçant au cœur d'une forme de portail interdimensionnel. Se rendre dans le Makai n'est pas une tâche aisée, n'est pas non plus une science absolue. D'autres plans bien en 3D nous montrent le palais de Dende avec un seul personnage qui figure en plein milieu. C'est bizarre que Dende ne soit pas accompagné de Mr. Popo, c'est bizarre si c'est Kaioshin qui ne soit pas accompagné de Kibito, si c'est Goku qui ne soit pas accompagné de Vegeta. Alors oui, ça peut être Goku tout seul s'entraînant jour et nuit, ici de jour, plus tard on le verra dans le trailer de nuit. D'ici à ce que le voyage ait lieu, c'est tout à fait possible, mais ça peut aussi être en lien avec les Dragon Ball qui auraient pu être altérés, et un personnage se rendant sur Terre, là où se trouve la maquette de Shenron, pour y effectuer sa tambouille. Vraiment, le palais de Dende a l'air d'être crucial. Pour l'évolution des choses, une enquête semble s'y dérouler, avec Shin, Kibito et Goku qui sont réunis, et notamment Shin qui semble s'avancer vers la pièce dans laquelle la maquette de Shenron est stockée. Goku va aller rendre visite à Maître Karin, ce n'est pas du tout dissonant pour y trouver potentiellement des Senzu. On voit que Karin n'a pas été affectée, comme le veut la tradition, on peut penser que les Senzu y seront en quantité limitée mais suffisante pour rendre service le cas échéant. On espérait aussi le fait d'y trouver du conseil auprès de Maître Karin. Il reste un personnage d'expérience, un entraînement j'en demanderai sûrement trop, mais j'espère que quelque chose de fort pourra en ressortir. Palier de Dende qui lui aussi est fait de sigles assez spéciaux. Il y a à la fois des ronds et des triangles. Triangles qui me rappellent forcément ce que l'on a pu voir concernant les Makaioshin. Goku semblant revenir du hall menant à la salle de l'esprit et du temps. Celle-ci va-t-elle être utilisée? Goku va-t-il faire une blague en disant à Vegeta on n'a qu'à s'enfermer là-dedans une quasi-éternité jusqu'à grandir à nouveau? Vegeta pourrait lui crier dessus en lui disant que c'est totalement bête, et d'ailleurs ils sont soumis à un sortilège qui les fige à cet âge-là, à cette forme de maturité-là de leur corps. Une enquête a-t-elle eu lieu également du côté de la salle de l'esprit et du temps? Cette salle peut-elle être communicante entre le Makai et le monde réel? Il y a vraiment beaucoup de questions et de points de lore qui peuvent être abordés ici. Place ensuite à l'entraînement de Goku dans le trailer, mais aussi et surtout, on l'oublie souvent, à l'arrivée d'un vaisseau à toute vitesse, d'un pod type capsule vaisseau Saiyan directement sur la Terre. On se rend compte que l'aura qui accompagne ce vaisseau est plutôt bleue, alors ce n'est pas du ki, mais les codes couleurs ont leur importance dans Dragon Ball, et je pourrais m'attendre à une intervention plutôt alliée de ce côté-là, plutôt externe. Alors certains ont misé sur Tarbell, le frère de Vegeta. On ne sait pas s'il s'appelle ainsi, mais de manière canon, Vegeta a bel et bien un frère. Certains ont misé sur Broly, vu la tête du vaisseau, j'y crois peu. En tout cas, je pense qu'il faut s'attendre à des alliances hautes en couleur du côté de la Z-Team, mais totalement inattendues. Le propos et le contexte de Daima le permettant. On voit ensuite Bulma qui mène aussi l'enquête à l'intérieur d'un mécanisme qui peut être associé à un vaisseau, et lorsqu'elle l'ouvre, elle y trouve divers mécanismes. Alors l'a-t-elle ouvert du côté motorisation, ou ce vaisseau, ce pod, est-il seulement empli d'une matière mécanique robotique venue les aider d'autre part? Il y a réellement beaucoup de mystères dans Dragon Ball Daima. Bulma qui enquête, c'est rarement anodin. Soit elle est sur la piste de Dragon Ball qu'elle cherche à rassembler, mais là ce n'est pas le cas. Et si elle étudie une technologie, c'est pour de bonnes raisons. On se rappelle tous de ses investigations sur la machine à voyager dans le temps. Elle a étudié celle de Mirai Trunks, mais aussi la machine grâce à laquelle Cell a pu se rendre dans le présent. Lorsque Bulma étudie une technologie, c'est que celle-ci peut lui apporter quelque chose pour faire comme du rétro-engineering, trouver d'abord l'objet et non pas les formules scientifiques, mathématiques et les calculs qui permettent de la concevoir, pour partir du produit fini pour développer quelque chose. Elle l'a également fait avec le vaisseau spatial de Kami. Cette méthodologie scientifique est dans ses cordes et elle pourrait la réappliquer pour construire un vaisseau permettant non pas de voyager au travers le temps, mais au travers des dimensions et royaumes, direction celui des démons. Et au-delà de la partie Daimaesque, démons, il y a également la partie Dragon Ball. Celles-ci sont mises à l'honneur, on a déjà pu le constater vis-à-vis de leur utilisation. On a aussi ce plan solaire, et c'est rien de le dire, levant le voile sur une Dragon Ball. Ça a permis à beaucoup de monde de se rappeler des super Dragon Ball. Pourront-elles être de mise ici ? C'est possible. Chronologiquement, ça fonctionnerait. Il n'apparaît pas comme possible que Dragon Ball Daima se place
au moment de l'arc-bout et de toute façon qu'il ne puisse se placer avant que Kibito et Shin aient été défusionnés. Et cela n'apparaît qu'à partir du tournoi Univers 6, Univers 7 dans Dragon Ball Super, ce même tournoi qui a introduit les Super Dragon Ball. D'un autre aspect, on pourrait se dire que c'est simplement symbolique. Ce soleil et cette Dragon Ball a une étoile, que ce n'est pas une Super Dragon Ball, mais elle a quand même l'air d'être dans l'espace. À titre personnel, je n'ai rien contre les Super Dragon Ball, mais rappelons tout de même cette symbolique du tout premier opening de Dragon Ball. Daima y fait référence via l'anniversaire des 40 ans, on avait la dualité Soleil Dragon Ball qui était mise en avant, et là c'est directement suivi d'un plan sur l'œil d'un personnage qui s'assimile totalement à un Namek. Son regard s'intensifie, une lueur rougeâtre, le plaçant immédiatement du côté démoniaque avec ce crayonné noir entourant sa pupille, démontrant de son intérêt pour les Dragon Ball. Faisant du lien avec mes propos en début de vidéo, il y a plusieurs typologies de démons, dont Piccolo Daimao. Le démon Namek n'est donc pas à mettre de côté. On pourra avoir plusieurs parties du côté des ennemis. Vous savez à quel point je réclame cela dans Dragon Ball depuis tant d'années. Quelque chose à la comics, dans lequel il y a tellement de parties ennemies qu'ils peuvent se frapper entre eux. Tous les ennemis, par exemple dans DC Comics, ne sont pas du même camp, mais chacun d'entre eux est un ennemi déclaré pour les super-héros. C'est quelque chose que j'espère depuis tellement longtemps dans Dragon Ball, et je crois bien que Daima est en phase, en posture de nous le donner. Plusieurs ennemis qui se mettraient des bâtons dans les roues eux-mêmes, ça pourrait permettre de ralentir ou déjouer les plans des démons observés en tout début, les observateurs temporels. Oui, ils ont vu à quel point la Z-Team a des ressources, ses limites et ses failles, mais n'aurait peut-être pas prévu dans l'équation le fait que d'autres entités démoniaques puissent venir leur barrer la route. On voit ensuite Goku et Kaioshin en train de dormir, probablement en voyage spatial / dimensionnel. Le vaisseau débarque dans une nouvelle zone, le ciel ressemble fortement à celui de la Terre. Pourra-t-on espérer des allers-retours ? Comme ça a pu l'être avec les voyages temporels dans l'arc Mirai Trunks, que ça soit après une défaite, après une grosse découverte, pour alimenter le reste de la Z-Team en informations et ressources, notamment Bulma, et repartir à l'assaut d'encore plus belle. En tout cas, l'exploration y sera de mise, et on comprend de plus en plus pourquoi Sandland, l'œuvre d'Akira Toriyama, a été relancée en parallèle. Une sorte de taverne, ou peut-être même de diner démoniaque nous est présenté. On y retrouve les fameux triangles, on y retrouve également le langage démoniaque. Quand l'on regarde l'aspect derrière, on dirait presque que l'on se trouve dans une forêt habitant la cabane d'une sorcière. C'est un lieu de restauration qui sera détaillé, dévoilé, à n'en pas douter, dans le trailer numéro 2, au sujet duquel on reviendra dans une vidéo dédiée. En fin de trailer, le palais démoniaque nous est totalement révélé. La zone est désertique, elle inspire le mal et en même temps elle est super stylée. Une nouvelle construction verticale, rappelant les travaux du film Dragon Ball Super Broly avec le nouveau palais royal de Vegeta. L'architecture ici diffère totalement, elle ne peut que me rappeler les cornettes de Majin Buu et même la maison de Majin Buu. En plus de la magie, en plus de ce palais surélevé, on se rend compte que ces démons ont de la ressource technologique. Lorsqu'un vaisseau probablement allié atteindra une drôle de zone, on se rend compte qu'elle est protégée. Il y a un sceau empêchant l'accès à cette dernière et de plonger dans les profondeurs de ce monde démoniaque pour l'explorer. Une fois de plus, à la Zelda, on va explorer le monde avec un certain degré de verticalité. Là où les terres ont l'air plutôt arides, désertiques, là où les cieux ont l'air de contenir le domaine royal, la branche et frange principale des démons, en sous-sol, on pourrait y trouver d'autres catégories. Pourquoi pas avoir tout un monde souterrain qui s'est organisé? Pourquoi pas y avoir ce fameux diner burger? Toute forme de démon de seconde classe qui aspire à s'élever. La focalisation est apportée brièvement à un personnage s'apparentant à Whis, mais ce n'est pas du tout le cas. Le ou la présumé Kaioshin, et alors que le nouveau démon semble vouloir prendre l'héritage et faire bien mieux que Babidi en son temps, le vaisseau spatial qui faisait face à un poisson énorme, il se retrouve face à un autre de taille bien inférieure, tout petit, dans une zone qui a l'air métallique, avec une sorte de tapissage en forme de pièce. Celle-ci me rappelle littéralement des runes, en matière de magie, de sorcellerie. Alors je vous rassure, j'ai jamais eu de carrière en tant que sorcier, mais que cela soit au cours de diverses œuvres, légendes, mythologies et autres, on trouve souvent la magie runique. Les symboles qui y sont apposés, leurs dispositions me font penser à cela, et on pourrait se dire que ce vaisseau est entré à l'intérieur du poisson géant. Les premiers plans nous montraient que sa bouche était suffisamment ample pour absorber un tel type de vaisseau et que ce vaisseau était véritablement minuscule en comparaison. Peut-être ont-ils eu besoin de l'explorer et d'arriver à ce qui compose le cœur de ce poisson, symbolisé par un autre mini-poisson. Le trailer nous montre aussi qu'une fois la tension de ce sortilège d'observation temporelle quelque peu dissipée, les deux entités relativement démoniaques vont redescendre et se poser à nouveau au niveau du trône. Si l'on zoome, on peut voir que l'apparenté démon
est assis du fait qu'il tient sa canne en diagonale et à côté se tient l'espèce de Kaioshin. On comprend donc quel est le lien de subordination. Ce qui voudrait dire qu'après avoir pris connaissance de ce qui s'est passé, le démon va vouloir prendre du temps en conservant uniquement les éléments les plus importants pour développer un plan. On voit qu'il préserve une mosaïque devant lui. La structure arrondie au niveau du sol peut faire penser, mais de très loin, au vaisseau de Babidi. Mais surtout, c'est ce dernier qui est affiché à l'écran, accompagné de Majin Buu, celui en sortie du cocon, la planète Terre. On y distingue un autre visuel sur Majin Buu tout seul, pour ensuite montrer une focalisation sur Babidi. Si le démon est réellement à ce moment-là en train d'établir un plan, une structuration à ses idées maléfiques, il est plus qu'intéressé par Majin Buu, et vous vous rappellerez qu'à mon sens, c'était déjà mon analyse à l'époque du tournoi du pouvoir. Si Majin Buu en a été retiré, ce n'est pas pour le faire passer pour un âne, ils l'ont fait passer pour un abruti complet, car il était trop dangereux au tournoi du pouvoir, même si son niveau de puissance n'était pas si élevé que ça. Une simple absorption d'un personnage qui ne saurait pas s'en prévenir, tel Végétaux avec le bouclier à l'époque, mais c'était finement pensé de sa part, lui permettrait sans mauvais jeu de mots d'en venir à bout. Transformer en bonbon un ennemi surpuissant est tout aussi radical. Buu est alors un centre d'intérêt majeur, tandis que Babidi semble l'être, mais à mon sens car il est celui qui a réveillé Majin Buu. Si Buu devient une thématique centrale de Daima, je serais curieux de savoir quel aspect, quel point de vue sera pris par l'œuvre, celui initié par le manga originel DB, à savoir que Babidi aurait réveillé Majin Buu, ou bien l'angle de vue adopté par Akira Toriyama a posteriori en interview, disant que Majin Buu était né de l'agglomération du mal de l'univers 7 et que Babidi n'avait fait que le réveiller. Là, si on a des êtres qui tentent de créer un nouveau Majin, des réponses devraient être apportées sur de nombreux plans. Pour en conclure en bonne et due forme, l'exploration des lieux démoniaques se poursuit. On y voit diverses zones. Céleste serait un petit peu fort comme terme. Je reste dans le langage à la TOTK Zelda. Des petits îlots en tout cas, surélevés également, probablement emplis d'une certaine magie, desquels se trouvent des structures en forme d'oignon, avec une fumée s'en émanant. Ça peut être des habitations, ça peut être des lieux d'incantation, ça peut être la préparation et la création de nouveaux êtres magiques. En tout cas, ça ne semble pas être la priorité pour ce vaisseau qui trace son chemin tout droit. Et pour ne pas trop frustrer les fans, le trailer se clôture avec un combat forcément en sparring d'entraînement Goku-Vegeta, nous apportant une réponse probablement un peu plus précise concernant le lieu dans lequel il se trouve pour le réaliser. Ils sont en forme de base pour ne pas trop déployer de pouvoir, pour suivre les préceptes de Whis, à n'en pas douter, mais on peut comprendre que si le fond est bleuté foncé, c'est car ils sont plutôt au niveau de la stratosphère. Un petit peu comme le combat Beerus-Goku à l'époque. Ils se sont donc éloignés un maximum de la Terre pour ne pas l'affecter durant leur combat, ont minimisé l'étendue de leur pouvoir par la non-activation des transformations, privilégient le combat au corps à corps pour maintenir le combat dans la durée et ne se sont pas plus élevés que cela pour pouvoir continuer tout simplement à vivre, à respirer. Dans l'espace, les Saiyans malheureusement sont impuissants, contrairement à un Jiren qui peut le traverser en volant. Les coups sont violents, les chorégraphies de combat sont réussies, les vagues de ki seront quand même utilisées pour faire une référence à leur tout premier combat, Kanongarik face à Kamehameha. Intéressant de retrouver un Vegeta qui active son ki avec une couleur violacée. On voit qu'il porte ses vêtements avec l'armure et le plastron. Il n'est pas en vêtements plus légers comme dans l'arc Majin Buu. Cela dit, ce Vegeta peut-il renouer avec certains de ses instincts maléfiques? Si l'on regarde l'intégralité du trailer, Vegeta a l'air beaucoup plus dur et plus rude. Là où on avait un Goku et un Vegeta souriant durant leur entraînement dans l'arc Broly, dans le film Broly, Vegeta lui ici est très sérieux. Même une fois enfant, il va gueuler sur Son Goku. Attention à lui car en sombrant, il serait de nouveau la proie des démons tel qu'il le fut à l'époque de Majin Vegeta. Rappelons tout de même que récemment dans Dragon Ball Super, lorsque Vegeta fait le Kanongarik, de manière générale, au global, il est toujours rosé violacé. Ils ont préservé cette caractéristique-là, il me semble même que Mirai Trunks l'avait fait avec Vegeta dans l'arc Zamasu et c'était aussi violet. Dans le manga en full color de mémoire, c'était aussi violet dans la Digital Color d'édition, ne reste que le film Dragon Ball Super Broly avec le passage en 3D de Kamehameha conjoint au Kanongarik et là c'est 100% bleu, mais c'est en même temps nécessaire pour maintenir une forme de cohérence visuelle à l'écran pour les spectateurs. Les derniers plans se chargent de positionner Son Goku au cœur du royaume des démons face à une entité qui sera probablement l'une des premières qu'il rencontrera au combat. Goku a l'air de galérer. Il a perdu la main sur son corps, son arsenal de combat est littéralement réduit, mais en même temps il prend grand plaisir à devoir prendre le temps qu'il faut pour s'imposer face à un adversaire. Et d'ailleurs pour relier cela au fameux Vegeta qui a l'air de redevenir un petit peu maléfique, je ferai remarquer que ceux qui voyagent dans ce monde-là
son Goku enfant est visiblement Kaioshin. Quid de Vegeta dans cette équation? En tout cas, l'être auquel Goku fait face a l'air robotique, rebondissant avec le fait que oui, les démons sont dotés de capacités magiques exceptionnelles, mais également de technologie. Je ne pense pas que ce sera leur cœur au niveau de l'action et je ne l'espère pas. Ce serait quand même bien dommage d'avoir des démons de la magie et de ne pas l'exploiter, mais dans une certaine mesure, ils se sont également attribués la technologie, ne sont pas restés indifférents vis-à-vis de celle-ci, et en fait se sont dotés de toutes les armes pour contre-attaquer la Z-Team ou venir se venger. Le plan semble quasi parfait du côté des démons. On verra avec le trailer numéro 2 si certaines failles apparaissent de leur côté. Je vous remercie infiniment de m'avoir suivi du début à la fin de cette analyse. Elle a été relativement longue, donc on va, le temps d'un instant, réinstaurer le fameux mot de passe que j'avais l'habitude de proposer durant mes reviews mensuelles du manga Dragon Ball Super. Si vous êtes resté jusqu'au bout, mettez-moi Gohan dans sa caravane parce que il est totalement absent du trailer, probablement pour ne pas nous révéler s'il a été atteint par le sortilège ou non, mais en tout cas il a été bel et bien à minima aperçu par les démons, notamment dans sa forme Ultimate. Le trailer débutait par une scène qui reprenait plus ou moins la chronologie de Dragon Ball, depuis ses débuts il y a de cela 40 ans, en passant par Son Gohan face à Cell SSJ2. Serait-ce le retour de Gohan dans cette forme-là dans Dragon Ball Daima? Je pense que les fans en tomberaient par terre. Gohan va-t-il rester adulte? Gohan va-t-il redevenir enfant et récupérer sa coupe au bol? Il y en a un autre, il faut pas l'oublier, qui a été montré dans ce trailer lorsqu'il était question de l'année 1996 en préambule. C'est Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball GT, forme ayant été designée par Monsieur Nakatsuru, ayant pleinement la main sur la conception des designs de cette nouvelle série Daima. C'est suffisamment rare pour que l'on signale qu'un élément de Dragon Ball GT est affilié à ce qui s'apparente au canon de Dragon Ball, et cette fois-ci, Toei Animation et les divers ayants droit l'ont fait. Lorsqu'il s'agit d'un jeu à la Budokai Tenkaichi Sparking Zero, qu'il y ait du GT dans le trailer, ça paraît plutôt logique, bien qu'il y ait des doutes sur sa présence dans le jeu hors DLC. Mais dans le cadre d'un nouveau film, d'une nouvelle série, du canon, du tournoi du pouvoir, de Battle of Gods, de Fukatsu no F, et que Dragon Ball GT y ait été montré juste avant, vis-à-vis d'une nouvelle série dans laquelle Son Goku redevient enfant, perd tous ses pouvoirs et va probablement devoir en débloquer de nouveau, c'est un élément loin d'être négligeable, et revoir quelque chose de similaire au Super Saiyan 4 à la sauce 2024-2025 serait probablement apprécié par nombreux d'entre nous. Il est alors temps de se quitter, n'oubliez pas le mot de passe, Gohan dans sa caravane. Merci vraiment mais infiniment du fond du cœur, j'espère que cette première analyse vous aura plu. La seconde est en préparation et arrive très vite sur la chaîne. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.